Conversation RH, le podcast qui donne la parole aux professionnels RH. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité et pas des moindres puisqu'il s'agit de la qualité de vie au travail qui est au cœur des nouvelles attentes des collaborateurs. Il n'est pas passé inaperçu que la crise sanitaire et économique a changé les mentalités à tous les niveaux et bouleversé l'écosystème du monde du travail. Il faut dire que ces dernières années, le marché du travail a fait émerger de nouvelles habitudes, telles que le télétravail, les horaires flexibles et les réunions à distance. Toutes ces nouvelles possibilités ont mis en avant un besoin fondamental et une priorité absolue pour l'ensemble des collaborateurs, qui n'est rien de plus que la qualité de vie au travail. Mais dans cette situation plutôt inédite, comment les entreprises créent-elles un environnement à la fois bienveillant, compétitif et surtout productif pour retenir leurs talents? On y répond dans ce nouvel épisode avec notre invitée Nathalie Lotman, DRH et experte en accompagnement du changement au sein de CSTI Group. Bonjour Nathalie, je vous remercie d'avoir répondu présente. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Oui, donc moi j'ai exercé plusieurs fonctions dans l'entreprise, des fonctions commerciales, des fonctions de gestionnaire de centres de profit. Ensuite, j'ai eu un parcours d'entrepreneur puisque j'ai monté une société de conseil, d'accompagnement au changement. Et ensuite, je me suis spécialisée dans l'accompagnement au changement, qui évidemment traite de l'accompagnement des ressources humaines et de leur positionnement. Et tout naturellement, j'ai repris une fonction de direction des ressources humaines. D'accord, je vois du coup au sein de CSTI Group, c'est ça ? Oui, au sein de CSTI Group, qui est donc CSTI, c'est un ensemblier nucléaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour l'industrie du nucléaire et les industries de pointe. Et nous travaillons pour ces industries dans le design, la conception, la fabrication, l'installation et la formation aux machines spéciales ou aux systèmes complexes qui sont des parties et des composants de pièces nucléaires. Je vois, c'est super intéressant. Je vous remercie encore. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie de faire votre carrière dans les ressources humaines? Alors, très clairement, moi j'ai toujours été très intéressée entre le lien qu'on pouvait faire entre le travail, la performance individuelle et la performance collective, la performance globale. J'ai toujours été intéressée à savoir ce qui motivait les gens à se lever le matin et à aller travailler dans un endroit et quel sens ils y mettaient, quel enjeu ils mettaient dans leur travail. Donc ça a toujours été une question pour moi et un sujet d'intérêt. Et ensuite, j'ai toujours été très intéressée à la place de l'individu dans le groupe et au fonctionnement psychologique des gens, alors sans psychologiser pour autant l'environnement du travail, mais comprendre ce qui motivait les individus et les relations interpersonnelles. Je vois très bien, oui, et je vous comprends, c'est fascinant ce sujet. Oui. Pour parler un peu, pour continuer sur cet axe, selon vous, quel est le rôle du DRH aujourd'hui dans l'amélioration de la qualité de vie au travail? Alors, à mon sens, c'est un rôle qui est assez pivot, assez central, dans la mesure où le DRH a quand même 4 grandes fonctions dans l'entreprise, et parmi ces grandes fonctions,
à côté du fait d'assurer les fondamentaux des ressources humaines en matière de gestion administrative et en matière de basique de gestion des ressources humaines, le DRH a pour rôle d'accompagner l'entreprise et la personne dans son évolution professionnelle. Donc il accompagne l'entreprise en faisant en sorte que la politique des ressources humaines soit alignée avec la stratégie de l'entreprise, auquel, entre parenthèses, il doit participer également. Ce sera un acteur qui doit, au même titre que les autres directions, co-construire la stratégie de l'entreprise avec la gouvernance. Et son travail, ça consiste à faire en sorte que l'ensemble des ressources soient à la bonne place et puissent évoluer en fonction des compétences de chacun au regard de la stratégie de l'entreprise. Donc, son rôle est majeur, c'est un rôle de conseil interne au sens large et au sens particulier. C'est une personne qui doit être à l'écoute des salariés et de la gouvernance pour favoriser l'épanouissement dans le travail. Donc, il a un rôle majeur dans le bien-être et dans la qualité de vie au travail. C'est quelqu'un qui doit être attentif à ce que sont les conditions de travail et anticiper ce qu'elles vont devenir. D'autant plus qu'on a quand même, avec l'épisode post-confinement, on a quand même un re-questionnement sur la place du travail, mais aussi sur la qualité de vie au travail et la qualité même du travail. Donc ça fait 3 sujets de préoccupation différents. Je vois très bien. Du coup, selon vous, si j'ai bien compris, le fait d'être à l'écoute et attentive à tout ce qui se passe hors entreprise et dans l'entreprise est vraiment une qualité nécessaire aujourd'hui pour être un bon DRH. Oui, absolument. Je vois. Écoute, c'est la première chose. Et ensuite, le reste peut en découler. Je vois très bien. Et niveau collaborateurs, est-ce que vous avez constaté des changements dans les besoins de ces derniers vis-à-vis de leur vie professionnelle ? Oui, je crois qu'il y a une exigence plus forte sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Il y a une exigence de poser un sens à son travail. L'ambiance et le climat dans lequel le travail est fait, et c'est un critère de choix pour les collaborateurs, pour les salariés, quel que soit leur âge. Là-dessus, je pense que toutes les générations se retrouvent là-dessus. Ensuite, il y a une attention particulière à l'impact que peut avoir l'entreprise dans son environnement économique, dans son environnement social. Les gens sont très attentifs de l'entreprise et à ses conséquences. Donc, ce sont des critères de choix, mais ce sont aussi des critères de fidélisation. Et en tout cas, c'est un critère d'implication. C'est pour ça que ce qui en découle dans ma 5e question, c'est est-ce que vous pensez que du coup ces dirigeants doivent tenir compte obligatoirement de ces nouvelles attentes ? Si j'ai bien compris, oui, bien évidemment pour fidéliser les salariés, quelle que soit leur génération, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler des jeunes, du fait qu'ils aient des nouvelles attentes, que les mentalités aient évolué et qu'on mette un peu plus l'accent pour cette nouvelle génération sur leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle et leur bien-être. Mais pour vous, c'est vraiment primordial de tenir compte de ces attentes pour l'ensemble des salariés, pour les garder, en tout cas pour les fidéliser. Oui, je pense que ce sont des sujets que les jeunes générations ont remis en perspective, mais qui concernent tout aussi bien les seniors que les juniors.
Très bien. Et pour vous, c'est vraiment nécessaire pour maintenir cette motivation, du coup? Oui, oui, oui. En fait, c'est incontournable. Euh, on ne peut plus aujourd'hui envisager une politique d'aide sans regarder ces dimensions-là et regarder comment, avec ses moyens, l'entreprise peut y répondre et peut le faire de manière très concrète, c'est-à-dire le faire sur des actions réelles. Il suffit pas de l'écrire dans une politique de communication. Voilà, il faut vraiment avoir un résultat concret, une reliance, un lien entre l'intention et la réalisation de l'intention. Je vois. Et du coup, quels sont les outils qui sont à disposition de vos équipes et de vous-même pour développer et améliorer du coup le bien-être de vos collaborateurs? Alors, dans le cadre de notre entreprise, ces concepts-là sont revisités et vont être mis en œuvre. Parce qu'en fait, la dimension familiale de l'entreprise faisait que globalement, les conditions de travail et les conditions d'exercice du travail étaient des conditions extrêmement respectueuses des personnes, de l'environnement et étaient régulièrement surveillées. Alors c'est d'autant plus vrai qu'on est dans le milieu du nucléaire, donc il y a de très très grandes exigences à la fois pour produire ce qui nous est demandé, mais les gens faisant un travail tellement difficile que tout naturellement, la gouvernance a toujours fait attention à l'ergonomie des bureaux, par exemple, je dis des choses un peu banales, mais les bureaux sont très clairs, il y a une luminosité naturelle. Les personnes sont toutes équipées de souris ergonomiques, par exemple, qui leur permet de travailler dans des conditions, avec des outils de travail qui sont plus que corrects, en tout cas qui respectent la santé des personnes. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on mesurait la qualité de vie au travail via des sondages un peu classiques. Maintenant, nous avons introduit dans nos entretiens annuels et individuels des questions obligatoires sur la mesure du bien-être de nos collaborateurs dans leur métier, dans leur équipe et dans les relations avec leur manager. Et ensuite, en fonction de la synthèse que nous faisons, on va tirer des plans d'action, soit collectifs, soit individuels. On va mettre en place un SIRH d'ici le mois de septembre 2023. Et dans ce SIRH, nous avons un module de mesure du climat social. Donc on va mesurer le climat social assez régulièrement et par rapport à ça, on prendra des mesures très personnalisées. Donc ça, c'est la première série d'actions que nous allons faire pour mesurer. Pour le mesurer. Ensuite, on va faire en sorte qu'il y ait une salle de détente pour que les personnes puissent venir prendre des cours de yoga ou cours de méditation. Super. Qui leur permettent de débrancher dans une journée. Ça fait partie, alors c'était dans les cartons de
de la RH depuis un moment, mais c'est quelque chose qui va être mis en place là très nouvellement. Ah bah c'est super. Nous, on est quand même dans un milieu où les gens travaillent énormément. Donc, il y a entre le manager direct et le salarié des possibilités d'organiser le travail en fonction de certaines contraintes que peuvent rencontrer les salariés au cours de leur vie. Parfois des gens qui ont une problématique ponctuelle. Donc ça, ce sont des aménagements qui sont souples et qui ne requièrent pas toute une série de permissions. Et au niveau du stress, je ne sais pas si c'est un sujet qui est évoqué dans votre entreprise ou si vous avez remarqué une hausse de cet indicateur de comportement chez vos collaborateurs. Les dirigeants, les DRH, vous peuvent-ils aider les salariés à gérer le stress au travail? Et où sont aussi vos limites au niveau de l'accompagnement? Parce qu'on sait très bien que vous pouvez mettre en place des actions, être bienveillant et de bonne foi, mais malheureusement, vous ne pouvez pas accompagner le salarié jusqu'à chez lui. Donc pour vous, quels sont vraiment les moyens et vos limites? Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner que la DRH n'a pourtant, si elle a en charge la politique des ressources humaines, elle doit savoir à quel moment elle doit s'arrêter de manière à ne pas être intrusif. Alors, effectivement, moi j'ai constaté que la surcharge et la charge mentale étaient très importantes dans les entreprises et dans l'entreprise en fonction du planning des projets. Il y a effectivement des périodes qui sont extrêmement tendues et qui sont aussi favorisées par la difficulté de recrutement. L'ensemble de la charge mentale, hormis le poids de la responsabilité que nous avons par les commandes très pointues que nous avons, elle est aussi exacerbée par la nécessité de recruter pour renforcer les équipes. Bon, ça c'est, j'allais dire, c'est mécanique. Pour les aider, il faut recruter. Bon, c'est un peu le sujet de 2023 et ce sera encore le sujet de 2024 et de 2025. Ce que je vais monter, alors on l'a pas encore fait, mais on va le faire. Ce que nous allons monter, c'est des espaces on va ouvrir des espaces de dialogue avec nos salariés qui, à titre individuel, pourront venir nous rencontrer pour parler du sujet de préoccupation du moment. En fonction des sujets de préoccupation, on pourra les orienter soit vers des professionnels extérieurs, soit faire de la médiation s'il y a lieu, soit de leur recommander des formations ou un accompagnement spécifique. Parce qu'il y a de la gestion, enfin il y a des formations très bien sur la gestion du stress. Après, ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train d'essayer de monter, alors on va avoir ces espaces de dialogue individuels, on va ouvrir des espaces de dialogue métiers dans l'entreprise pour que les gens puissent échanger encore plus ensemble. Et ensuite, le troisième point, c'est pouvoir inviter des personnes ponctuelles extérieures, alors soit qui sont spécialistes de la gestion du stress, soit des gens qui sont des personnes qui sont des spécialistes du monde du travail ou du management, mais vu d'un point de vue artistique. Je pense que les interventions de
de comédiens qui donnent des cours d'oralité, de communication, de management sous des formes de jeu. Ce sont des choses importantes qui peuvent arranger les choses. Et le deuxième point, plutôt le quatrième point, c'est de pouvoir donner à terme une formation des B.A.B.A. d'analyse transactionnelle à chaque salarié, pour qu'il comprenne ce qui se passe pour lui et pour les autres. Ok, c'est très intéressant. Tous ces projets sont très ambitieux et à la hauteur de votre entreprise et de tout ce que vous faites pour le bien-être de vos collaborateurs. Vraiment, je suis ravie d'entendre ça parce que c'est pas toujours... beaucoup d'actions sont mises par de nombreuses entreprises aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de cet impératif, mais autant d'actions, vraiment, ça fait du bien aux oreilles, on va dire. Alors, ces actions-là sont des actions qui vont être mises en place parce qu'en fait, pourquoi on a la possibilité d'être créatif, c'est parce que dans notre entreprise aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une évolution de taille au sens concret du terme, c'est-à-dire que nous passons d'une stature de PME à une stature d'établissement intermédiaire. Donc les mesures dont je vous parle, c'est des mesures que nous allons mettre en place à partir de la rentrée 2023 puis en 2024 pour qu'il y ait une réponse à la charge mentale de nos collaborateurs aujourd'hui, où effectivement on s'aperçoit que certains portent une grosse responsabilité. Je vois, ok, très bien. Et pour finir, quelles sont les tendances RH en 2023 pour vous en mettant de côté le bien-être des collaborateurs et l'expérience collaborateur ? Alors, je pense que la première des tendances, c'est le recrutement. Il y a une préoccupation de recrutement qui est importante aujourd'hui. La deuxième, pour moi, c'est la rémunération et ses composantes. Et la troisième, ce serait de revisiter la communication et le dialogue dans l'entreprise, parce que bien que on n'ait pas forcément de ce type de problème, mais on sent bien que nous avons à gérer les événements externes, bien sûr, et que il faut créer dans l'entreprise une qualité de dialogue qui ne va pas tout résoudre, mais qui va faire que dans l'entreprise, on va retrouver un cadre, on va retrouver un sens, et on va savoir pourquoi on vient. Ce qui rejoint tout notre sujet. Absolument. Super. Oui, tout à fait. Écoutez Nathalie, je vous remercie encore d'avoir participé à ce podcast. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir partagé votre expertise à l'ensemble de nos auditeurs. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses dans ces projets, en espérant qu'un jour vous pourrez nous faire le après, du coup, le post-projet. Oui, je suis ravie. Merci beaucoup Laura. Quant à nos auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.